organisé un deuxième avis consacré aujourd'hui aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on appelle TDAH. Même si on en parle de plus en plus, le TDAH n'est pas une nouveauté ni une conséquence de l'exposition des enfants aux écrans ou d'un problème d'éducation, comme certains parents peuvent malheureusement encore se l'entendre dire. Le TDAH, qui concerne 5% des enfants dans le monde et 3% de la population adulte, est bel et bien un trouble du neurodéveloppement associé à des petites différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau des personnes concernées. Caractérisé par des niveaux élevés d'inattention, d'agitation, d'impulsivité, le TDAH engendre des difficultés à l'école ou au travail, mais aussi dans le cadre familial et social, entraînant un risque accru de blessures accidentelles, d'addiction, voire de dépression. D'où la nécessité d'un dépistage précoce, car la bonne nouvelle, c'est qu'une prise en charge adaptée peut en atténuer les symptômes et les conséquences, et cela vient d'ailleurs d'être rappelé hier par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de ses recommandations. C'est pour cela que nous avons décidé de consacrer notre webinaire d'aujourd'hui à cette pathologie. Et pour nous éclairer, je suis heureuse d'accueillir les docteurs Régis Lopez et Jean-Louis Goël. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir madame. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté de participer. J'ai une première question pour vous justement. Le TDAH, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on connaît les origines et les causes? Bonjour madame, bonjour à tous. Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Je voudrais d'abord souligner le fait que c'est d'abord un enfant en souffrance, un enfant avec ses parents en souffrance, un enfant en grande difficulté, qui est mal dans sa peau et qui est mal dans son activité au quotidien avec ses copains à l'école et sa famille, ses frères et sœurs. C'est un enfant, comme ce matin, j'ai rencontré au foyer où je travaille, foyer Les Moutachous, dans une petite ville à côté de Lille, à Haut-Bourdin, un enfant qui entre avec sa mère et son éducateur et qui renverse son sac de billes, ne tient pas en place et se demande qu'est-ce qu'il fait là, et tout le monde est désespéré parce que la consultation commence vraiment en difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est que le TDAH? Comme son nom l'indique, c'est un trouble. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble? C'est la traduction du mot anglais disorder, qui veut dire trouble, qui veut dire désordre. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie. Ça veut dire que c'est un syndrome, comme un syndrome pseudo-grippal, c'est un regroupement de signes. On ne sait pas aujourd'hui ce que c'est véritablement le TDAH. En tout cas, ce sont des enfants en souffrance. Ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place. Ce sont des enfants qui sont impulsifs, qui répondent trop vite, qui ne font pas attention aux autres. Des enfants qui peuvent être tristes de ce qu'ils vivent. En tout cas, ce sont des enfants en grande difficulté qu'il faut repérer rapidement pour pouvoir intervenir auprès d'eux, auprès de l'école, auprès de leur famille, pour travailler ensemble et leur permettre d'être plus heureux, plus épanouis et de mieux travailler à l'école pour mieux utiliser leur capacité intellectuelle et affective. Comme vous le disiez, madame, c'est un trouble, des difficultés d'enfants qui sont décrites depuis très longtemps. En 1854, M. Hoffman parlait déjà des enfants instables, et depuis longtemps, les psychiatres, les médecins, les familles, les écoles s'intéressent à ces enfants qui sont en inadaptation avec les exigences de la société, très, très, très exigeante, avec l'école et puis les règles de vie. Un mot pour souligner aussi le fait qu'il n'y a pas de diagnostic absolu. C'est un diagnostic clinique que tout médecin peut poser. Et je vous remercie d'organiser ce webinaire avec un neurologue qui témoigne des aspects somatiques. Moi, je travaille surtout avec les neuropédiatres. Mais voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble, les médecins somaticiens, dont les neurologues neuropédiatres, les psychologues, les psychiatres, et surtout les parents et l'école. Il s'agit, comme vous l'avez bien souligné, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il y a des données, des origines qui sont propres à l'enfant, parce que certains neurotransmetteurs, certains neurones ne fonctionnent pas très bien. Il y a des facteurs environnementaux. Il y a les difficultés familiales, il peut y avoir les violences familiales, les violences conjugales dont l'enfant est témoin, il peut y avoir l'alcool pendant la grossesse, il peut y avoir les écrans, il peut y avoir le manque de sommeil, il peut y avoir plein de choses comme ça qu'il faut non pas signaler pour culpabiliser les gens, pas du tout, mais au contraire, repérer les difficultés, pas dépister, mais repérer les difficultés pour avoir un véritable rôle de prévention
et de prise en charge précoce pour responsabiliser les uns et les autres, et les écoles y compris. Il n'y a pas de diagnostic de certitude, c'est pas une maladie avec un virus et puis un diagnostic qui serait de certitude comme pour le Covid, dont on reparlera sans doute parce que le Covid a été désastreux, les mesures de confinement désastreuses pour les enfants avec hyperactivité et les familles laissées pour compte dans leur logement. Il n'y a pas de diagnostic de certitude, c'est un diagnostic clinique plurifactoriel qui doit impliquer les différents acteurs, l'enfant lui-même et sa famille et les écoles. Voilà pour brosser rapidement le tableau du trouble, déficit, hyperactivité, déficit de l'attention, hyperactivité. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, docteur Lopez, est-ce qu'il y a une spécificité pour les adultes? Pas vraiment. En fait, les adultes qu'on reçoit en consultation sont d'abord des enfants qui ont souffert du trouble. Autrement dit, c'est très important de comprendre qu'on ne devient pas TDAH avec le temps. Les gens ne développent pas leur trouble avec le temps, c'est une continuité. Alors, une continuité qui quelquefois va devenir plus problématique à l'âge adulte, va solliciter à ce moment-là la consultation, la demande d'aide, mais c'est vraiment un trouble qui s'inscrit dans une continuité. Et on va certainement parler du diagnostic, et il y a quelque chose de très important qui a eu lieu il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est qu'on a enfin reconnu ce trouble comme étant un trouble du neurodéveloppement et pas un problème de comportement. Et cette distinction, qui est juste comme ça, nosologique, elle inscrit quand même le trouble dans une trajectoire développementale. Et donc, au final, les adultes ne sont pas si différents des enfants, que les symptômes vont s'exprimer différemment, mais ils vont rencontrer les mêmes problématiques liées à leur attention, liées à leur régulation comportementale, leur impulsivité. Ils vont avoir après d'autres difficultés propres à l'âge adulte, qui est de toute leur stratégie organisationnelle dans leur vie de tous les jours, qui va leur poser un certain nombre de soucis dans l'organisation familiale ou professionnelle. Merci beaucoup. Et alors, quels sont justement les symptômes évocateurs? Comment poser un diagnostic et qui peut le faire? Alors, le diagnostic, comme le disait mon collègue, en fait, est premièrement un diagnostic qui repose en fait sur une probabilité. Comme je le dis souvent à mes patients, et vous avez pris l'exemple du Covid que je cite toujours à mes patients, je leur dis, je ne peux pas vous faire un test pour vous dire si vous l'avez ou non. Je vais vous donner mon sentiment avec peut-être un degré et je vous donnerai aussi mon degré de certitude sur le diagnostic. Parce qu'effectivement, en fait, c'est un diagnostic qui ne repose pas sur des tests objectifs, comme on pourrait parfois penser, et peut-être qu'on en parlera. Beaucoup de parents sont orientés vers des bilans neuropsychologiques qui sont parfois extrêmement chers, mais qui ne sont pas nécessaires au diagnostic. L'HAS l'a encore rappelé dans les recommandations. Le diagnostic pose sur des choses qui sont finalement assez simples. On va demander ce à quoi sont confrontés nos patients dans le quotidien, et on a en fait deux grands groupes de symptômes qu'on doit explorer. Donc, premièrement, pour poser un diagnostic de TDAH, il faut que vos difficultés correspondent au TDAH. Autrement dit, que vous ayez un certain nombre de symptômes relatifs à des difficultés d'attention, comme des problèmes d'erreur d'étourderie, des problèmes d'oubli, des problèmes de difficulté à rester concentré suffisamment longtemps, une distractibilité excessive, des difficultés d'organisation, une difficulté à démarrer des tâches, on appelle ça la procrastination, une difficulté à rester longtemps sur les tâches sur lesquelles vous êtes. Des symptômes ensuite d'hyperactivité, il y en a 9 qui sont relativement spécifiques, qui est le fait d'avoir des difficultés à rester en place, à tenir la position assise, d'avoir une hyperactivité mentale, une difficulté à gérer des pensées excessives, à rester calme dans des situations qui l'exigent. Ça va être aussi une difficulté à se réguler sur le plan du comportement. Et puis un ensemble de symptômes qui sont plus relatifs à l'impulsivité, c'est-à-dire la difficulté à mettre le pied sur le frein. Donc on va avoir tendance à facilement couper la parole, les situations d'entente vont générer beaucoup d'émotions négatives. On va prendre des décisions de façon trop hâtive et précipitée. On va couper la parole, on va interrompre les autres lorsqu'ils sont occupés. Et mon collègue vous dira probablement la même chose. Ces symptômes-là qu'on retrouve chez les adultes sont exactement les mêmes, et on a les mêmes critères pour diagnostiquer les adultes et les enfants, avec effectivement après des symptômes qui vont s'exprimer différemment du fait de l'âge. Ça, c'est le premier point qui est nécessaire.
il faut que ça ressemble à un TDAH. Deuxièmement, il faut que, ce dont je parlais avant, qu'il y ait la trajectoire des symptômes. Il faut que ces symptômes-là ne soient pas apparus brutalement à un moment donné de la vie et qu'ils soient présents avant l'âge de 12 ans. Ils sont souvent présents bien avant l'âge de 12 ans d'ailleurs. Troisième point, pour poser le diagnostic, c'est très important. Le TDAH, c'est effectivement pas une maladie. Il n'y a pas les gens qui ont le TDAH et les gens qui n'en ont pas. On est sur un continuum de symptômes. Il y a des gens plus ou moins étourdis, plus ou moins speed, plus ou moins impulsifs. Et quand ça en vient à nous empêcher de fonctionner correctement dans notre vie, c'est-à-dire qu'il y a un retentissement, c'est là qu'on va parler de trouble. Donc, quand on pose un diagnostic, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le trouble, dans leur trait de fonctionnement, mais ce qui va permettre au médecin de poser un diagnostic et donc de dire « je dois vous aider », c'est d'évaluer l'impact que ça a. Chez l'adulte, ça va être sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan des relations sociales, des études, et avec d'autres choses de retentissement qu'on a chez les enfants. Donc, un diagnostic se pose par un questionnaire très approfondi et les tests vont venir en complément, mais ils ne sont absolument pas nécessaires. Et moi, pour ma pratique, je n'en fais jamais. Merci beaucoup. Docteur Goeb, est-ce qu'il y a des spécificités pour les enfants? Est-ce que vous avez des compléments à rajouter? Oui. L'enfant n'est pas un petit homme, c'est un jeune homme en développement. Les enjeux sont essentiels. Il y a un enjeu de développement de la personnalité, développement des compétences intellectuelles, affectives, émotionnelles, de compétences relationnelles avec les copains à l'école, les copains à la crèche, les parents. Rétrospectivement, on se rend compte des fois qu'il y a des enfants très inattentifs depuis leur plus jeune âge. Des enfants qui sont hypertoniques, qui ont marché très tôt, qui étaient raides, qui avaient des difficultés dans leurs enveloppes corporo-psychiques, on dit, dans leur sentiment d'entourance, dans leurs relations, qui se crispent. Et un enfant en difficulté peut mettre ses parents en difficulté. Des difficultés chez les parents peuvent mettre l'enfant en difficulté lui aussi. Et ça fait des boucles, peu importe qui a commencé, ça fait des boucles interactives qui sont des fois difficiles à interrompre et à prendre en charge. Ce que je veux dire, c'est que les enjeux chez l'enfant sont essentiels parce que bien sûr que tout se joue toujours, et il serait faux de dire que tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans. Mais quand même, les relations précoces, les premières années sont essentielles pour la croissance, le développement de l'individu, passer de l'être à la personne, comme dit Bernard Gols. Et les interventions doivent être le plus précoces possible et le plus pluridisciplinaire possible. Ça ne sert à rien de se bagarrer à savoir si c'est psychiatrique, neurodéveloppemental, etc. L'important, c'est qu'on soit inclusif, pluridisciplinaire, pour avoir une réponse éducative, familiale, scolaire, psychologique, éventuellement neurologique, pour, au final, gagner en épanouissement de chacun. Les enjeux sont énormes. Vous rappeliez, madame, que le TDAH concernerait 5% de la population, ce qui est énorme. Et du coup, les enjeux sont importants. On sait aujourd'hui que la psychiatrie, les maladies mentales, la souffrance psychologique est très à la mode, mais en même temps, parent pauvre des soins. Les moyens manquent cruellement. On dit le CMP, les centres médico-psychologiques, il y a 2 ans d'attente, donc ils ne servent à rien. Et quand on arrive, voilà, les troupes sont passées. Mais on manque de moyens, on manque cruellement de moyens, et il faut travailler avec les parents. J'insiste énormément sur les parents. Il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais de les remettre, de les resituer à leur place de parents en tant qu'autorité parentale. Et s'il y a des difficultés, ben, très bien, il faut les prendre en charge, mais resituer les parents en tant qu'autorité parentale, l'école, et puis tous les acteurs des soins et de la protection de l'enfance. Bah, merci beaucoup. Et alors, du coup, la question que je vais vous poser en suivant, c'est quelle est la prise en charge la plus adaptée? Comment accompagner au mieux un enfant avec un TDAH? Comme la question est complexe, la réponse doit être complexe. La question est complexe parce qu'il n'y a pas une seule cause. On ne va pas faire un vaccin comme pour la grippe ou pour le Covid. La réponse, elle doit être plurielle, pluridisciplinaire et intégrative. Il faut intégrer l'enfant qui souffre énormément de sa situation. L'enfant qui est instable, l'enfant qui fait tomber sa bille, sa règle tout le temps, qui perturbe les autres, il se fait exclure. Et il se fait exclure, il se fait rejeter, il s'isole. Il est malheureux.
un enfant qui a des troubles des apprentissages, qui a du mal à lire, qui a du mal à écrire, qui a du mal à parler, il est malheureux, il souffre de ça. Et forcément, il est moins attentif puisqu'il n'arrive pas. Donc, il faut une réponse plurielle. Il faut intégrer les parents, parce que les parents, l'enfant, on dit, il manque d'attention. Oui, mais il manque peut-être aussi de l'attention de ses proches. On dit, les ados passent beaucoup de temps sur leur écran. Les parents aussi. Je ne veux pas culpabiliser, mais je veux responsabiliser et plaider pour une plus grande attention des parents vers leurs enfants et des enfants vers leurs parents, bien sûr. Mais la responsabilité initiale, c'est du côté des parents. Soutenir l'école parce que l'école n'a pas forcément les moyens d'inclure tous les enfants qu'on voudrait qu'ils soient être inclus. En maternelle, des classes de 33, c'est pas possible. Donc, je plaide pour un soutien vraiment adapté, individualisé pour les enseignants qui font un travail formidable et qui n'ont pas non plus les moyens de leur mission, des missions que l'on impose. Une prise en charge après en psychomotricité, sans doute, pour travailler les enveloppes, travailler l'aisance, la coordination motrice, l'aisance de l'enfant dans son corps, dans ses relations. Prise en charge psychologique aussi, non pas pour dire que le trouble est psychogène, mais il peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie psychique de l'enfant. Prise en charge éducative, prise en charge médicamenteuse éventuellement, on y reviendra peut-être. En tout cas, s'il faut retenir quelque chose, une prise en charge plurielle, pluridisciplinaire et intégrée. Du coup, docteur Lopez, je vous fais réagir. Quelle prise en charge adaptée, notamment sur tout ce qui est spécificité pour les adultes? En fait, il y a deux façons d'envisager la prise en charge du trouble. On a un certain nombre de traits de fonctionnement pathologiques qui vont conduire à des conséquences défavorables dans la vie. Les patients viennent nous voir et notre cible, comme je disais tout à l'heure, c'est le retentissement dans la vie de tous les jours. Et donc, on va avoir deux approches. Soit on comprend les difficultés en se disant que les difficultés du quotidien découlent de ces symptômes. Je vous donne un exemple. Je viens parce que je galère dans mes études, je n'arrive pas à avancer. Ça vient du fait, en partie, que je n'arrive pas à m'organiser, que je n'arrive pas à rester concentré longtemps. Donc, on va avoir une première approche qui pourrait être de se dire, si ces difficultés-là découlent de mon fonctionnement, comment est-ce que je peux améliorer mon fonctionnement? Donc, une stratégie qui vise à améliorer directement les symptômes. L'autre approche est de se dire, finalement, ce trouble-là, il est avec moi, il m'accompagne depuis que je suis petit. Il va falloir que j'arrive à m'adapter à ce trouble-là et que je développe en fait mes stratégies de compensation. Donc, on va avoir une autre approche qui va être plus de cibler directement les conséquences. Et donc, on a en fait un panorama des deux grandes approches. La première qui vise à améliorer les symptômes va passer par l'utilisation en particulier d'un traitement médicamenteux. Et on a un certain nombre d'autres stratégies non médicamenteuses qui peuvent essayer d'améliorer les symptômes, comme de la rééducation attentionnelle, du neurofeedback, qui reste quand même des stratégies avec des probabilités d'effets positifs qui restent relativement faibles comparées au traitement médicamenteux. Et dans les approches, on va dire, de compensation, ça va être d'accompagner, alors je parle pour ce qui est des adultes, d'accompagner des adultes dans le fait de développer un maximum de stratégies pour oublier moins de choses, pour développer leur stratégie organisationnelle, de planification, de stratégie au quotidien, de gestion de leur motivation, d'astuces pour une meilleure gestion du temps. Donc, on a cette approche-là compensatoire qui est, on va appeler une thérapie comportementale, et ces deux approches-là ne doivent pas être opposées, elles sont souvent complémentaires l'une l'autre, et parfois un traitement va être nécessaire aux patients pour qu'ils puissent adopter ces stratégies comportementales et qui vont ensuite prendre le relais, faire que le traitement sera moins nécessaire. Quelquefois, le traitement n'est pas nécessaire en première ligne et on va directement partir sur cette stratégie-là. Donc, si vous voulez, on a ces deux philosophies-là. Et enfin, un point qui est très important dans l'approche de compensation, c'est donc, je vous dis, d'aider le patient à compenser lui-même, mais aussi d'adapter son environnement, c'est-à-dire mettre en place des aménagements dans le cadre des études, reconnaître le handicap dans le cadre du travail pour pouvoir mettre des aménagements qui sont adéquats par rapport à la pathologie lorsqu'on a essayé de faire le maximum, mais que les gens restent encore impactés par leurs troubles.
Merci beaucoup. Alors, effectivement, une réaction, on sait que la prise du traitement médicamenteux, elle est assez décriée ou on dit qu'elle peut présenter un danger. Donc, est-ce qu'elle présente un danger? C'est quoi le risque de prise de médicaments, la Ritaline notamment? En fait, on a en France pas beaucoup de possibilités. On n'a qu'un traitement qui est disponible, qui s'appelle méthylphénidate. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on dit qu'on soigne l'hyperactivité, et donc on a l'impression qu'on va en fait utiliser un traitement qui va ralentir le cerveau, assommer les enfants ou les adultes, qui soient plus calmes et plus posés. Ben, il se trouve que c'est complètement l'inverse qu'on fait. C'est un traitement stimulant. Et il faut peut-être imaginer le cerveau de quelqu'un qui souffre de troubles de l'attention comme un cerveau qui serait de base un petit peu endormi et qui cherche en permanence à s'auto-stimuler, à fabriquer lui-même sa dopamine, si on prend un modèle assez neurologique du trouble. Et le fait de stimuler ce cerveau avec un traitement donc, qui va, entre guillemets, le réveiller, fait que toute cette recherche de stimulation, cette impulsivité, ce besoin de bouger, ce besoin de réfléchir en permanence, n'est plus nécessaire pour maintenir le cerveau dans son fonctionnement, et donc on s'apaise. Donc c'est très paradoxal d'imaginer qu'un traitement qui peut, entre guillemets, exciter, beaucoup plus excitant par exemple que le café, le méthylphénidate, mais va en fait nous permettre de nous apaiser. Donc c'est le premier point que je voulais souligner déjà, c'est que ce n'est pas un traitement sédatif, bien au contraire. Ce traitement, il est décrié parce qu'il s'agit du traitement déjà d'un trouble qu'on ne comprend pas très bien et qui comme disait mon collègue, tout le monde me dit ah, ben, j'ai encore parlé du webinaire aujourd'hui, on me dit ah, c'est la mode, hein, ça, le TDAH aujourd'hui. Je dis ben non, c'est pas la mode. C'est un traitement qui en France est arrivé assez tardivement. Et effectivement, dans une vague où on a commencé à s'intéresser en France aux troubles, et avec tout un tas de représentations autour du trouble sur le fait, voilà, des problèmes d'éducation, des écrans, etc. Et ce qui fait que le traitement vient comme quelque chose, d'une solution de facilité pour des parents qui finalement ne veulent pas mettre en place les efforts, ou même les adultes, hein, nécessaires pour arriver à corriger leur. C'est pour ça que c'est décrié, parce qu'en fait, c'est un traitement qui est probablement, alors je ne suis pas neurologue, je suis psychiatre, mais je trouve que c'est probablement un des traitements les plus sûrs en psychiatrie, dans la mesure où s'il vous pose problème, vous le saurez dans l'heure qui suit. Et il suffit que vous ne le preniez plus pour que vous n'ayez plus aucun problème. Un antidépresseur, il va falloir des semaines pour savoir si ça fonctionne, et aussi quelquefois des semaines pour savoir s'il y a des soucis. Et finalement, il y a très peu de conséquences sur le long terme, mais le caractère décrié de ce traitement a apporté, c'est une chance pour ce traitement, c'est que c'est un des traitements psychotropes qui a fait l'objet du plus d'études. Notamment épidémiologiques, et vu que c'est un très vieux médicament, je voudrais rappeler qu'il a été développé dans les années 50, donc on a près de 80 ans de recul sur cette molécule, et des prescriptions chez nous qui sont là depuis les années 90, mais bien plus anciennes dans d'autres pays, fait qu'on sait ce que sont devenus des enfants qui ont été traités par méthylphénidate. Et la plupart en fait, des conséquences qu'on pourrait craindre d'utiliser ce traitement sur le long terme ont été finalement désamorcées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de risques cardiovasculaires sur le long terme, il n'y a pas plus de risques de développer des addictions, bien au contraire, on protège des addictions lorsque le trouble, qu'il soit traité médicalement ou non, est pris en charge précocement. Il n'y a pas plus de risque de développer des démences en prenant des traitements. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est sans risque, c'est-à-dire que c'est un traitement qui doit être bien surveillé. Les médecins qui prescrivent doivent être vigilants à un certain nombre de points, mais ce sont des conséquences, et c'est, comme je disais, un traitement très facile pour nous à prescrire, parce que les patients sont très informatifs sur ce qui va et ce qui ne va pas avec ce traitement. Quand vous prenez du Doliprane tous les jours, vous ne savez pas nécessairement que vous êtes en train de flinguer votre foie. Par contre, quand vous prenez du méthylphénidate et que ça vous coupe l'appétit, vous le savez de suite. Donc, si les problèmes de croissance qu'il peut y avoir du méthylphénidate, le médecin ne peut pas ne pas être au courant que ça a coupé l'appétit et qu'il faut réagir. Donc, c'est un traitement relativement sûr et facile à prescrire, après qui doit avoir sa place dans son arsenal thérapeutique, qui ne doit pas être forcément en premier lieu, mais en tout cas, qui pose assez peu de soucis par rapport à beaucoup d'autres médicaments. Je suis médecin du sommeil, je peux vous dire que tous les somnifères sont 10 fois plus problématiques que le méthylphénidate. Merci beaucoup, très clair. Du coup, une réaction, Dr Goeb?
Oui, bah, écoutez, le docteur Lopez a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et surtout l'aspect développemental. Je reviens là-dessus, c'est très important. Et alors, moi aussi, j'ai un petit trouble de l'attention. Je regardais, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les commentaires des web, je sais pas comment on dit, des spectateurs, et qui parlaient des comorbidités. C'est extrêmement important parce que pour prendre en charge, il faut faire un bon diagnostic. Et le diagnostic, étymologiquement, ça demande du temps. On ne peut pas faire un diagnostic en 5 minutes, même si on peut avoir des idées diagnostiques quand l'enfant vient dans le bureau et renverse et ne tient pas en place. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour bien faire le tour de la situation, évoquer les troubles de l'humeur chez l'enfant, parce que des fois, une hyperactivité peut être une réaction à un syndrome dépressif. Donc, il faut interroger l'histoire familiale, la composition familiale, les facteurs de stress récents ou anciens. Et puis, faire le point sur toutes les comorbidités possibles. Est-ce qu'il y a un trouble de la relation? Je lisais les inquiétudes sur les troubles du spectre autistique, qui s'accompagnent parfois de troubles de l'attention, bien sûr. Et le diagnostic n'est pas simple. S'interroger sur les troubles du comportement, sur l'impulsivité, sur le haut potentiel intellectuel, avec des remarques sur ce sujet-là. On ne peut pas traiter si on n'a pas un bon diagnostic, sinon on fait n'importe quoi. Mais mais prendre son temps n'est pas rester sans rien faire. Pendant qu'on fait l'évaluation, il faut absolument soutenir les parents et l'école et l'enfant dans leur vie, dans le développement de l'enfant. Alors, par rapport au méthylphénidate, j'ai quand même quelques remarques. C'est un médicament qui fait partie de la famille des amphétamines. Les amphétamines, c'est de la famille de la cocaïne. Donc, c'est un excitant, mais qui a l'effet de favoriser la concentration, l'attention. Certains traders en prennent, certains hommes qui ont beaucoup de travail relationnel public en prennent parfois, c'est très à la mode, ça augmente l'attention. Le problème n'est pas tellement dans les effets secondaires, il y a l'insomnie, la perte d'appétit, le ralentissement de la croissance osseuse, mais c'est assez rare. Le problème serait d'en donner quand il n'y a pas besoin, mais de ne pas le donner quand il y en a effectivement besoin, parce que l'enfant peut perdre des chances et le temps passe très vite, 1 année scolaire, 2 années scolaires, et puis c'est compliqué à rattraper. Mais il faut être quand même prudent. Au niveau développemental, c'est un médicament dopaminergique plus. Les neuroleptiques sont des médicaments dopaminergiques négatifs qui inhibent certains neurotransmetteurs dopamine. J'ai constaté dans mon exercice que certains enfants que l'on croyait hyperactifs et que l'on a traités avec de la Ritaline développaient des symptômes comme des hallucinations quelques années plus tard. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que l'enfant était effectivement hyperactif et on a bien fait de le soigner, mais que par l'activité de la Ritaline ou du méthylphénidate, il y a eu une accentuation de certains neurotransmetteurs et de certaines qui a pu favoriser certaines pathologies, ou est-ce que l'hyperactivité n'était pas le prémisse d'une pathologie ultérieure d'adultes de type psychotique, schizophrénique, et que le méthylphénidate a pu accentuer? Ou bien est-ce qu'on a bien fait de soigner et puis c'est 2 comorbidités, 2 maladies différentes? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très prudent, ne pas rester que comportemental, mais s'attacher au développement, à l'histoire de la famille, à l'histoire de l'enfant, à ses souffrances actuelles et être intensif dans la prise en charge. Moi, j'ai aucun problème avec le méthylphénidate. On peut le prescrire quand on pense que c'est utile. Et effectivement, comme dit mon collègue, le docteur Lopez, on peut l'arrêter facilement, c'est pas un problème. Mais il faut être très prudent et ne pas garder. Et il faut savoir se remettre en question. C'est difficile pour les médecins des fois. Et interroger les prescriptions, qu'elles soient par méthylphénidate ou par neuroleptique. Et ne pas se laisser, comme la risperidone, par exemple, où certains enfants turbulents peuvent recevoir une prescription pendant des mois et des mois sans qu'elle ne soit réinterrogée. Et c'est là où, effectivement, le manque de praticiens est cruel parce qu'il n'y a pas de remise en question. Et une fois que le traitement est instauré, il est renouvelé par le praticien généraliste
qui n'a pas forcément le temps ou la compétence, les connaissances suffisantes, la spécialité suffisante pour réinterroger la prescription. Et c'est un vrai problème. Merci beaucoup. Alors, peut-être, quelles sont les conséquences d'un TDAH pour l'enfant et pour son entourage? Quelle aide pour les parents? Les conséquences, elles peuvent être majeures en termes de défaut d'intégration au sein de la famille, avec des risques d'éloignement. Hein. La réalité, elle est des fois cruelle, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui peuvent être placés alors que toutes les prises en charge n'ont peut-être pas été mises en place. Tous les accompagnements n'ont pas pu être mis en place auprès des familles, même si parfois des familles vivent comme trop intrusives les aides éducatives proposées. C'est un autre sujet. Autre répercussion possible, c'est la déscolarisation. Un enfant qui ne suit pas en classe parce qu'il est inattentif ou turbulent se fait rejeter, et se fait rejeter par les copains, et se fait rejeter par l'école. Alors, la MDPH, bien sûr, propose des compensations, mais le dossier MDPH, vous savez qu'il est très long. Vous savez que la MDPH exige des bilans, et que des fois, certains bilans, comme un bilan neuropédiatrique, alors qu'il faut attendre 2 ans, sont exigés, alors que les familles ne peuvent pas répondre à ça. C'est un problème qui empêche le soutien de l'enfant dans sa classe. Un enfant inattentif a des fois besoin d'une aide humaine à ses côtés pour lui dire: attends, là tu t'échappes un petit peu, tu regardes un petit peu trop les papillons dehors, reviens sur ton exercice et puis tu vas y arriver, etc. Beaucoup d'encouragement. Une enseignante jeune, toute seule, avec plein d'enfants, ne peut pas y arriver. Et l'enfant ne peut pas y arriver. Donc les risques sont majeurs en termes de déscolarisation. Le risque après, c'est que l'enfant développe des troubles du comportement. Alors, est-ce que c'est une conséquence de l'hyperactivité, du déficit de l'attention, ou est-ce que c'est une comorbidité? Peu importe. Il y a des enfants avec des déficits de l'attention, impulsivité, avec troubles du comportement ou pas. Les troubles du comportement sont majeurs, sont très préoccupants parfois, avec des enfants très jeunes qui peuvent être violents. Il faut savoir les prendre en charge. Ça déborde un petit peu le cadre du TDAH, mais la psychopathologie de l'enfant, avec les violences de l'enfant, le manque de mentalisation, de verbalisation, est un vrai problème. Il faut savoir s'y atteler, d'une manière, là encore, inclusive et pluridisciplinaire. Et je voudrais dire préventive, pas prédictive. C'est très important. Et donc, juste, quelle aide pour les parents? Bon, tout cet arsenal mis en place, mais... Déjà, de reconnaître, de soutenir la reconnaissance qu'il y a un problème, peu importe quel qu'il soit. Oui, madame, vous venez consulter, votre enfant, il a 6 mois, il a 2 ans, il a 6 ans. Vous trouvez qu'il y a un changement, vous trouvez que ça ne va pas par rapport à ses aînés, etc. Vous avez raison, peu importe le diagnostic, il y a un problème. Reconnaître, valider, valoriser la vie des parents, la vie de l'école aussi. Et déjà, de porter un diagnostic, bien sûr, c'est difficile. On parlait des troubles du spectre autistique. Oui, c'est difficile d'annoncer à une famille. J'ai été responsable d'un hôpital de jour pour enfants autistes pendant 10 ans. Oui, c'est difficile. Mais ça permet de partir de bases saines, solides. Il y a un problème, on va s'y atteler et vous n'allez pas rester seul avec ce problème. On va vous aider. On va vous aider ensemble. Une aide éducative peut être nécessaire. La Haute Autorité de Santé le dit, hein. Un projet thérapeutique global, multimodal et pluridisciplinaire, intervention non médicamenteuse, psychoéducation, programme d'entraînement aux habiletés parentales, place des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, accompagnement scolaire et pédagogique. Voilà, tout est résumé là. Avant de partir sur un médicament, il faut soutenir la famille et l'école pour viser l'intégration de l'enfant, son maintien en famille quand c'est possible, et à l'école quand c'est possible aussi. Le traitement, pourquoi pas? Moi, il m'est arrivé de prescrire, bien sûr, du méthylphénylate, mais à condition que ce soit intégré et que ça ne soit pas une solution de facilité et qu'on puisse revenir réinterroger la pertinence de la prescription. Si c'est efficace, très bien. Si ce n'est pas beaucoup efficace, il faut savoir le réinterroger. Merci beaucoup. Du coup, docteur Lopez, quelles conséquences pour l'adulte, pour son entourage? Quelle aide pour les conjoints, les enfants éventuellement? Les conséquences vont dépendre en fait de l'âge et des situations.
Premièrement, quand on s'occupe d'adultes, comme la consultation que j'ai des jeunes en transition de prise en charge enfant à l'âge adulte, donc qu'on va accompagner dans le cadre de leurs études. Et le trouble en lui-même est forcément une adversité dans le cadre des études supérieures. Et donc, on a beaucoup de données, alors très peu en France malheureusement, mais sur le fait que le trouble est un facteur d'interruption prématurée des études. Donc, il va nécessiter de faire reconnaître le trouble et de poursuivre en fait un certain nombre d'aménagements qui ont pu permettre à l'enfant d'être accompagné dans sa scolarité. C'est important de savoir que un tiers-temps, ça se demande aussi à la fac, et c'est pas qu'au lycée. Et tout un tas d'autres aménagements qui sont possibles à l'école sont aussi possibles lors des études supérieures. Il y a ensuite l'entrée dans le monde du travail qui va être compliqué. Ce sont des adultes les adultes ont souvent une instabilité professionnelle très marquée pour X raisons, parce qu'ils ne font pas forcément l'affaire très vite, parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour s'adapter, parce qu'ils ont des réactions un petit peu impulsives, ils vont claquer la porte plus facilement de leur job, vont prendre aussi plus de risques entrepreneuriales, et des fois c'est très bien, mais quelquefois peut être difficile. Les difficultés qu'on va rencontrer après dans le cadre familial, il y a plus de séparations, plus de divorces. Et puis un point important qu'on oublie, alors je ne veux pas vous alerter, mais le TDAH, ça tue. Il y a un risque de mortalité qui est multiplié par 6 quand on a un trouble de l'attention par rapport à la population générale. Et on meurt d'accidents de la route, on meurt de tentatives de suicide, on meurt d'accidents aussi, on meurt également de problèmes d'accès aux soins. Parce que quand on est un procrastinateur pathologique, on retarde quand il est difficile de savoir comment faire pour prendre un rendez-vous, comment organiser des soins, finalement on laisse traîner. Et donc on fait les choses au dernier moment, et souvent avec parfois des conséquences sur la santé qui sont terribles. Donc j'attire, il y a un point qui est quand même pour moi qui est très important, c'est celui du risque accidentel de la conduite automobile, auquel on ne pense pas forcément. Et bien sûr qu'un adulte qui bénéficie de l'aide d'un traitement, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, est-ce que je peux conduire avec ce traitement? Est-ce que je ne vais pas être positif? Est-ce que, bien sûr qu'on a le droit, et les études ont montré que justement le fait d'avoir un trouble bien équilibré réduit justement le risque accidentel. Et puis, une petite nuance quand même, le méthylphénidate n'est pas un dérivé d'amphétamine, ça ne marche pas du tout comme les amphétamines ou comme la cocaïne, qui en fait, c'est un petit peu technique, mais c'est un régulateur de dopamine, tandis que les deux autres traitements en fait vont faire relarguer très très fortement de la dopamine avec des phénomènes d'accoutumance et de manque qui sont très très forts pour ces produits-là, les amphétamines et la cocaïne, et moins avec le méthylphénidate. Et en tout cas, ce n'est pas un produit qui se positive lors de tests d'urine. Si on veut chercher du méthylphénidate dans le sang ou dans l'urine, il faut le chercher, et ce n'est pas en cherchant de l'amphétamine que ça va se positiver. Donc pour des patients qui sont très gênés pour leur conduite, la conduite automobile, et qui bénéficient du traitement dans leur vie de tous les jours, ils doivent le poursuivre, et d'autant plus quand ils conduisent. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont vraiment soulagés de ça sur leur long trajet. Et est-ce qu'il existe des aides pour les conjoints, pour les enfants spécifiques ou... Alors oui, un point qui concerne à la fois les enfants et les adultes, au-delà de toutes les choses qu'il faut mettre en place, qu'il faudrait mettre en place, et l'accès à des prises en charge pluridisciplinaires, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de familles qui bénéficient du package complet d'accompagnement, et c'est un parcours du combattant. Un truc très important, c'est qu'il y a une communauté formidable, des associations de patients qui sont des ressources vraiment très très importantes pour les usagers, pour les parents, pour les patients eux-mêmes. Il y a l'association Hyper Super TDAH France, il y a TDAH Partout Pareil, TDAH pour une égalité des chances. Il y a un certain nombre
d'associations de patients. Et que faire quand on est un petit peu perdu comme parent ou quand on tombe sur ce diagnostic-là sans avoir été trop accompagné, c'est déjà de ne pas se sentir seul, de savoir qu'en fait, on bosse pour nous. Les recommandations HAS qui sont parues hier, l'association Hyper Super TDAH France n'y est pas pour rien. C'est les deuxièmes recommandations qu'il y a. Les premières avaient eu lieu en 2014, beaucoup sur leur impulsion. Et là aussi, c'est sur leur impulsion, notamment que le travail a pu être poursuivi. Donc, j'encourage en tout cas toutes les familles qui se sentent un petit peu seules dans ce parcours du combattant, demander aux autres comment ils s'en sont sortis. Il y a une super communauté et d'entraide et de plein d'astuces qui sont données par les usagers eux-mêmes et les associations qui drivent beaucoup pour ça. Merci beaucoup, c'est très clair. Je vous propose maintenant de passer aux nombreuses questions des participants. Peut-être une première question pour l'un d'entre vous. On parle beaucoup de sous-diagnostic. Est-ce que c'est quel problème ça pose et quel est le risque? En fait, le TDAH, il est largement sous-diagnostiqué. On considère qu'il y a probablement qu'un tiers des personnes qui souffrent de TDAH, alors c'est d'autant plus vrai, j'ai peut-être pas des chiffres actualisés chez les enfants, mais en fait le trouble est largement sous-diagnostiqué, et quand bien même il est diagnostiqué, il est très souvent insuffisamment pris en charge parce qu'on n'a pas accès on disait tout à l'heure, au panel de... Donc la question du surdiagnostic, j'ai pas la sensation que ce soit un problème, en fait, en tout cas qui nous concerne. Peut-être que ça nous concernera dans 20 ans, quand les filières de soins seront bien organisées, que tout le monde aura un accès facile au diagnostic. Mais là, clairement, c'est pas du tout, je crois, le souci. C'est surtout le souci du sous-diagnostic et de diagnostic trop tardif pour les petits, avec entre le moment où les premières questions arrivent sur un problème et le moment où le diagnostic est porté et que les prises en charge sont enclenchées. Enfin, mon collègue vous le dira mieux que moi. Je pense qu'il doit y avoir en moyenne 2 ans. Et ça, c'est un gros souci. Donc le souci, n'est pour moi, en tout cas, pas tant le surdiagnostic. Docteur Goeb, Je suis tout à fait d'accord. La question du surdiagnostic, ça m'évoque plutôt la question de, voilà, mon fils est turbulent, mon fils est provocateur, il lui faut un traitement. Voilà, ça c'est du trop rapide. Et on ne peut pas répondre comme ça à une question trop complexe, si complexe, comme je le disais plusieurs fois. Mais oui, l'important, peu importe le diagnostic, l'important c'est de reconnaître la souffrance de l'enfant, de la famille et de l'école pour qu'on puisse travailler ensemble, soit à l'inattention, l'impulsivité, les troubles du comportement, etc. Ou la dépression de la famille, dépression de l'enfant, réactionnelle ou pas, peu importe, qu'on puisse travailler ensemble. Mais on manque de professionnels, on manque de psychiatres, de psychologues, d'éducateurs, on manque de professeurs dans les écoles. Les diagnostics se font effectivement dans les 2 ans, les prises en charge font attendre 2 ans. Je comprends absolument la détresse des parents qui nous sollicitent, bien sûr. Très bien, mais du coup, la question d'après, c'est justement, vous l'avez dit tous les deux, un dépistage précoce, c'est essentiel, mais à date, seuls les psychiatres, les pédiatres et les neurologues pour enfants sont habilités à poser un diagnostic de TDAH. Vu le manque de spécialistes habilités en France, comment fait-on? Alors, tous les médecins sont habilités à proposer un diagnostic. En revanche, tous les médecins ne sont pas habilités à faire une première prescription de méthylphénidate parce que c'est quand même dans les registres des stupéfiants. Donc, il faut des ordonnances spéciales avec prescrites par un neuropédiatre, un neurologue ou un psychiatre. Et le renouvellement, après, peut être fait par un médecin généraliste. D'accord, mais j'ai lu que la HAS, dans les recommandations, disait que dorénavant, effectivement, alors je ne sais pas si c'est le diagnostic ou la prescription pourrait être fait par des médecins généralistes à partir du moment où ils s'étaient formés, où ils avaient, est-ce que, qu'en pensez-vous et est-ce que ça va être le cas vraiment? Il faudrait poser la question à nos universitaires. La formation des médecins est cruciale, bien sûr, avec une formation ouverte, plurielle
et que chacun se rencontre, les différents courants de pensée qui tiennent de la psychopathologie ou de la pharmacologie puissent échanger ensemble. Il y a des ponts, il y a des pistes entre psychiatrie et neuropédiatrie, neurologie, entre le soin et l'éducatif, entre la protection de l'enfance, tout ça, et l'école. Enfin, il faut travailler ensemble. Ouais, il y a un travail important en fait qui est engagé, on a l'impression quand même là depuis quelque temps sur un effort d'attractivité de notre spécialité, de la pédopsychiatrie, parce que moi souvent on me dit ah, mais c'est formidable de s'occuper des adultes, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de médecins qui fassent ça comme toi. Je dis mais en fait moi j'espère que juste qu'on serve à rien dans quelques temps, parce que moi je vois, j'ai deux types de patients qui viennent me voir en consultation, ceux pour qui on fait un primo-diagnostic, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été repérés dans l'enfance et aidés, mais ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Ils arrivent à l'âge adulte avec beaucoup de difficultés, et leur TDAH et aussi et surtout tout ce que ça et toutes les valises qu'ils accompagnent avec une fragilité dépressive, anxieuse, leurs addictions, etc. Et puis, je suis très content de voir les jeunes qui ont bien été pris en charge et que j'accompagne en fait sur finalement la fin de leur suivi. Parce que eux, en fait, quand tout a été bien fait, sont des jeunes, en fait, moi, que je garde en suivi 3, 4 ans, le temps de leur étude supérieure. Et puis, naturellement, en fait, ils n'ont plus besoin de soins parce qu'ils sont bien adaptés. Le traitement, il arrête très facilement à la fin de leurs études, s'ils l'ont encore. Donc le paquet doit vraiment être mis sur la santé, enfin sur la pédopsychiatrie. Enfin, tout le monde le dit, c'est évident. Et je ne sais pas s'il faut élargir le champ de compétences. On demande beaucoup de choses déjà aux médecins généralistes, et encore de leur demander d'être sur-spécialistes encore et de prescrire. En tout cas, il y a vraiment un enjeu et un enjeu, et en tout cas dans le TDAH, il faut mettre le paquet dans l'enfance absolument, parce qu'on voit les bénéfices. Moi, je les vois, les bénéfices chez des prises en charge quand elles ont été bien faites chez les adultes, et c'est vraiment là que ça se joue. Si tout était bien fait, moi, j'aurais pas de boulot, je ferais autre chose en fait. Merci. Alors, est-ce que le TDAH touche plus fréquemment les garçons ou les filles? Est-ce que l'hérédité intervient-elle? Alors, ça se lie à deux niveaux. Est-ce qu'il y a plus de garçons qui sont diagnostiqués que de filles? Oui. C'est culturel. C'est culturel. On va plus penser à ce qu'un enfant soit hyperactif qu'une fille, on parle beaucoup d'hyperactivité, mais il faut savoir que la moitié des personnes qui souffrent de TDAH n'ont pas de problème d'hyperactivité au premier plan. Leur souci, c'est surtout leur attention. Donc, il y a un sous-diagnostic sur les formes inattentives en particulier, qui sont un petit peu plus fréquentes chez les filles. Donc, est-ce que le diagnostic est plus porté chez les garçons? Oui. Mais si par contre, on regarde en fait en population générale et en s'affranchissant de l'accès aux soins, du parcours de soins, et qu'on regarde est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles, en fait, cette grosse différence qu'on a chez nos patients, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les filières de soins, ça menuise. Il semblerait qu'il y ait un petit peu plus de garçons que de filles, mais beaucoup moins que l'impression que l'on a d'enfants ou d'adultes qui sont diagnostiqués. Et le point sur l'hérédité, bien sûr qu'il y a une hérédité qui est forte dans ce trouble. On considère qu'elle est de 80%. 80%, ça ne veut pas dire que les parents qui ont un trouble de l'attention ont 80% de risque de donner le trouble à leurs enfants. C'est que 80% de ce que fait le trouble est déterminé déjà génétiquement, et que donc la part génétique est un peu plus importante que la part environnementale sur le fait de souffrir du trouble. Par contre, l'impact, la sévérité du trouble et tout ce qui l'accompagne, c'est évidemment l'environnement. Et c'est là où nous, on a une action, c'est comment jouer sur l'environnement. Mais en tout cas, il y a une part d'inné et qui fait que les gens naissent avec ces difficultés-là. Donc 80%, je le dis bien, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité, et ça n'est pas le risque de transmission du trouble.
si vous êtes d'accord, je passe à une autre question, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Quels sont les troubles du comportement associés au TDAH ou qui peuvent en découler et pourquoi? Troubles de comportement alimentaire, du sommeil, alcoolisme, dépression, etc. C'est une question complexe. Les troubles du comportement associés sont généralement ce qu'on appelle la violence. La violence, le manque de respect des cadres, une intolérance à la frustration, et qui est une comorbidité très importante et très mal supportée par les familles, bien sûr, par la fratrie, par l'école et par l'enfant lui-même. Alors, il y a une question qui n'est pas posée, c'est la question des addictions. Je pense qu'il est faux de penser que le méthylphénidate favoriserait les addictions. En revanche, des personnes qui ne seraient pas traitées par méthylphénidate et qui en ressentiraient quand même le manque, pourraient trouver dans certains produits comme certains stupéfiants une réponse à leurs difficultés. Donc, il y a et tout ce qui va avec les conduites d'addiction, c'est-à-dire la délinquance, quoi, hein. L'addiction est un délit. Bon, voilà, quelques pistes lancées. Merci beaucoup. Je ne sais pas si sur le sommeil ou sur d'autres choses vous voulez réagir, docteur Lopez ou... Ah bah si, ne me lancez pas sur le sommeil, on va y forcément, là, il y a... Non, oui, si. Alors, souvent, les problèmes de sommeil ne sont pas les conséquences du TDAH, mais j'attire votre attention sur le fait que ça peut être, en particulier chez l'enfant, un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, c'est-à-dire, ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Goeb, c'est on a posé un diagnostic et puis finalement on se rend compte que ce n'était pas tout à fait ça, puisque le temps nous a donné d'autres éléments qui ont permis de changer de fusil d'épaule. Le TDAH a des diagnostics différentiels, et en particulier un enfant qui dort mal, qui a un sommeil non réparateur, va être somnolent, donc c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de dormir la journée. Quand on est somnolent la journée, je ne sais pas si quand on est en dette de sommeil, un adulte, la journée on n'arrive pas à bien se concentrer. On est facilement énervé, irritable. Quand un enfant est fatigué, il va se suractiver. Et donc, il faut penser à certains troubles du sommeil, en particulier des troubles du sommeil qui sont pas si difficiles à diagnostiquer. Écoutez vos enfants dormir. Il peut y avoir ce qu'on appelle des syndromes d'apnée du sommeil, ce n'est pas réservé aux adultes. Et quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que chez des enfants qui ont des syndromes d'apnée du sommeil très sévères, pour qui on aurait pu poser un diagnostic de TDAH sans aucun doute, le fait de traiter les apnées va résoudre un grand nombre de difficultés, en tout cas des symptômes. Un enfant qui va être plus apaisé, plus concentré, moins hyperactif, moins impulsif. Donc, va être important aussi, mais ça c'est notre travail dans notre démarche diagnostique, de ne pas voir que la partie immergée de l'iceberg, et essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous. Alors moi, je vous en parle avec la particularité du sommeil, et ça va être le cas pour beaucoup d'autres aussi troubles pathologiques, enfin de psychopathologiques. En tout cas, le sommeil est une problématique qui peut nous faire tromper de diagnostic et qui après va accompagner les problèmes le TDAH. Il y a beaucoup d'insomnie, beaucoup d'horloges biologiques décalées dans le TDAH, et les médicaments aussi qui n'arrangent pas les choses, puisque le méthylphénidate, c'est un médicament éveillant qu'on utilise pour le TDAH et qu'on utilise aussi pour éveiller des gens qui dorment trop, puisqu'il s'agit aussi d'un traitement qu'on a dans la narcolepsie. Et donc, si vous prenez ce traitement-là et qu'il fait effet au moment où vous voulez dormir, ça crée de l'insomnie aussi. Donc, le TDAH, il est intimement lié aux troubles du sommeil. Il y a même beaucoup de modèles qui tendent à ramener le TDAH vers les troubles de l'éveil, de la vigilance. C'est un problème de cerveau un peu trop endormi, en fait. Merci beaucoup. Ni l'un ni l'autre n'avait parlé de troubles alimentaires. Ça veut dire que c'est pas forcément lié ou pas fréquent. Les troubles alimentaires, ils accompagnent, ils peuvent être la conséquence de la prise du traitement. Ça, c'est peut-être, quand on parle alimentation et TDAH, c'est la première chose à laquelle on pense, parce que c'est souvent l'effet secondaire le plus fréquent.
il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas chez les adultes, de surreprésentation de troubles du comportement alimentaire chez les personnes qui ont un trouble de l'attention. Ils ont bien d'autres comorbidités, mais pas nécessairement celle-là. Il n'y a pas plus d'obésité non plus ou d'anorexie dans le TDAH, en tout cas de la pratique que j'ai chez les adultes. Alors, avant-dernière question, puisque le webinaire va toucher à sa fin, est-ce qu'il y a un lien entre TDAH et troubles du spectre autistique? Est-ce qu'on observe plus fréquemment une association de ces deux types de troubles? Là encore, c'est une question complexe parce que les troubles du spectre autistique sont un syndrome qui font également partie des troubles du neurodéveloppement, associés à tout ce qui est troubles des apprentissages, déficiences cognitives, voilà. Donc, il peut y avoir des comorbidités. Bien sûr que certains enfants avec autisme présentent une hyperactivité, des déficits de l'attention. Et chez un enfant hyperactif, il faut 10 praxiques ou 10 graphiques, 10 orthographiques, etc. Il faut toujours se poser la question d'un éventuel trouble de la relation de type autistique, trouble du spectre autistique. J'ai une réponse à une question que vous ne posez pas, Madame Dorgeval, mais que j'ai lue sur le chat à côté. Comment est-ce qu'on en parle à l'enfant? Faut-il en parler à l'enfant? Moi, je pense que c'est essentiel d'impliquer l'enfant en trouvant les mots adaptés à son âge et à sa compréhension. Mais je pense qu'on ne peut pas prescrire un médicament à un enfant si on ne lui explique pas. Non pas qu'il est malade, mais qu'il a des difficultés qui peuvent être aidées par tel ou tel médicament, qui va avoir tel ou tel effet secondaire aussi, pour pouvoir le responsabiliser, le resituer dans une position où il garde une maîtrise un petit peu de ce qui se passe pour lui et qu'il n'est pas objet simplement d'une prescription d'un médecin, d'une école ou de parents qui seraient tout puissants. Voilà, pour répondre sommairement. Très important, effectivement, ça fait partie des questions remontées. J'ai une dernière question parce que je crois qu'il y a vraiment eu un énorme volume de questions sur le sujet. C'est quel conseil pour les parents qui ne trouvent pas de professionnels de santé pour accompagner l'enfant? Beaucoup de questions sur le sujet, sur cette difficulté à trouver des professionnels de santé. C'est là où le diplôme n'est pas forcément la meilleure réponse. Un médecin traitant peut être tout à fait précieux, une orthophoniste tout à fait précieuse. Voilà, alors c'est une réponse très, très sommaire, très rapide. On manque de moyens, ou ils sont mal alloués, ou alors on travaille mal ensemble. En tout cas, je ne peux que plaider pour soutenir les familles et nos patients. Est-ce que les associations peuvent justement orienter vers les bons professionnels, peut-être les associations dont vous avez parlé? Oui, mais en fait, malheureusement, on est les bons professionnels, tout le monde les connaît. Enfin, c'est-à-dire, c'est même pas les bons professionnels, c'est les professionnels. C'est-à-dire que les familles sont au courant. Soit en fait, on met des listes d'attente faramineuses. Les gens attendent 2 ans pour être vus une fois par an. Soit certains, et comme moi, préfèrent m'occuper de 1000 patients et de pouvoir les voir quand j'en ai besoin, plutôt que de les voir une fois tous les ans. Non, c'est un grand souci, et c'est aussi ce qui est peut-être à réfléchir, c'est cette protocolisation aussi des bilans qui sont demandés chez les enfants. Il faut un peu comme si le médecin c'est le Graal, et puis avant on va aller voir, il faut qu'il y ait le bilan orthophonique, le bilan ergo, le bilan machin, le bilan de psychomotricité. Comme vous disiez à l'instant, en fait, il y a ces professionnels-là, ils ne sont pas là que pour faire du bilan. Ils peuvent être vraiment des ressources précieuses pour désamorcer les choses, et je crois qu'aussi, si on a arrêté avec cette politique du bilan à tout prix, vous voyez, vous disiez tout à l'heure, la MDPH va demander des bilans neuropsychologiques, alors que les recommandations, c'est de ne pas baser le diagnostic là-dessus, et que ce qui est important, c'est la souffrance au quotidien. Peut-être que c'est peut-être une piste, alors je dis ça ici sur un webinaire, et personne ne nous entend, mais c'est de redonner la place aussi à ces professionnels-là qui font énormément de bilans,
et très peu de prise en charge finalement parce qu'on leur demande d'en faire beaucoup du bilan et on a un peu l'impression que c'est pour faire patienter les familles aussi avant d'arriver à voir le médecin. Un médecin surchargé qui n'a pas forcément le temps de lire les 20 pages du bilan de l'ergothérapeute, qui a bien travaillé mais qui peut-être, et après on va donner l'aval à l'ergothérapeute, oui tu peux travailler avec ce patient, alors qu'effectivement peut-être donner un peu plus de latitude à ces professionnels-là pour accompagner dès le départ et sans forcément avoir un diagnostic. C'est important. Je vous dis ça, vous voyez, par exemple, pour les problèmes de dyslexie. Nous, les médecins, on n'est pas du tout habilités en fait à savoir dépister ces troubles-là. Pour autant, on est les seuls à pouvoir poser un diagnostic. Donc, les professionnels dédiés font les bilans, font les diagnostics, mais pour avoir le tampon, il faut venir voir le médecin pour après pouvoir avoir des prises en charge derrière. Donc, c'est peut-être ça aussi à réfléchir dans notre organisation, donner un peu plus de place aux interventions précoces et un petit peu moins au bilan et aux étiquettes qui sont demandées voilà, par toutes nos institutions aussi. Voilà. Merci. En tout cas, on sent effectivement toute la souffrance des parents. On est obligé de terminer le webinaire. Un grand merci à tous les deux pour ce webinaire passionnant. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre participation. On était très nombreux. Merci à toute l'équipe Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Le replay va bientôt être disponible dans quelques jours. N'hésitez pas à le partager. Et puis, n'hésitez pas à donner votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Un immense merci.